Dans la nuit du 31 août 1997, le monde s'est figé. La nouvelle d'un accident de voiture dans un tunnel parisien s'est répandue comme une traînée de poudre. Et quelques heures plus tard, l'impensable se confirmait, Diana, princesse de Galles, disparaissait à seulement 36 ans. Mais tandis que le monde était en deuil, un drame plus discret se jouait en coulisses. Qu'est-il advenu de son testament après sa mort? Et comment son héritage continue-t-il d'influencer le monde d'aujourd'hui? Rejoignez-nous pour découvrir, au-delà des gros titres, la vérité sur le sort des dernières 20 ans. Et ma dernière volonté est au-dessus la brain 6. Diana, la femme derrière le testament. Pour comprendre ce qu'il est advenu de la succession de la princesse Diana, il est utile de comprendre qui elle était lorsqu'elle a rédigé son testament. En 1993, Diana avait 32 ans et traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Son mariage avec le prince Charles était au bord de la rupture. Leur séparation avait été annoncée publiquement l'année précédente par le premier ministre John Major et les détails intimes de leur relation brisée étaient disséqués quotidiennement par les médias. Le père de Diana, le comte Spencer, était décédé en 1992, lui laissant un important héritage. Son père disparu et son mariage étant de fait terminé, Diana s'est entretenue avec ses avocats et a rédigé un testament pour la première fois. L'historienne royale Marlene Koenig a décrit ce document comme d'une simplicité inhabituelle pour une personne du rang et de la fortune de Diana. De l'avis de certains, sa structure était assez classique, bien que le sentiment qui l'animait fût profondément personnel. Diana a désigné sa mère, Frances Shan Kidd, et sa sœur, Lady Sarah McCorquodale, comme administratrices de sa succession. C'étaient les deux femmes en qui elle avait le plus confiance pour faire respecter ses dernières volontés. Elle a également modifié brièvement son testament en février 1996, peu après la finalisation de son divorce avec le prince Charles, remplaçant son ancien secrétaire particulier, Patrick Jeffson, par sa sœur Sarah, au poste d'administratrice. Ce qui rendait la situation de Diana inhabituelle, c'était que son accord de divorce avec le prince Charles l'année suivante lui avait rapporté une somme forfaitaire d'environ 17 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 22,5 millions de dollars à l'époque. Cette importante somme a considérablement augmenté son patrimoine. Or, Diana n'a jamais mis à jour son testament après l'avoir reçu, ce qui signifie qu'il était basé sur sa situation financière de 1993, plutôt que sur la réalité bien plus importante de sa fortune au moment de son décès. À sa mort, en août 1997, la Haute Cour de justice avait évalué la valeur brute de son patrimoine à 21 711 404,25 livres sterling, soit plus de 35 millions de dollars en 1997. Mais rien ne se déroula comme prévu. La lettre de souhait, le lendemain de la signature de son testament en 1993, la princesse Diana rédigea un document distinct, une lettre de souhait. Cette pratique était courante. Une lettre de souhait est un document souvent joint au testament fournissant aux héritiers des instructions plus précises concernant les biens personnels et les objets sentimentaux difficiles à évaluer ou à répartir par les voyageurs. Ce document vise à compléter le testament et à donner aux exécuteurs testamentaires une idée précise des volontés de la personne. Sa lettre de souhait était très précise. Elle demandait que tous ses bijoux et les 3/4 de ses effets personnels considérés comme des biens meubles en droit britannique soient partagés entre ses deux fils, William et Harry. Elle exprimait le souhait particulier que lorsque ses fils se marieraient, leurs futures épouses puissent porter et apprécier sa collection de bijoux. Ce souhait s'est avéré remarquablement prophétique. Le prince William a demandé Kate Middleton en mariage avec la bague de fiançailles en saphir et diamant de Diana. Kate a également été vue en public, portant les boucles d'oreilles en saphir et le diadème de Diana. Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, portait le bracelet Cartier en diamant de Diana. Lors de son interview télévisée avec Oprah Winfrey en 2021, et 2 diamants de la collection personnelle de Diana ont été intégrés à sa bague de fiançailles.
Mais les bijoux n'étaient pas la seule chose qui préoccupait Diana lorsqu'elle écrivit cette lettre. Elle précisa également que le corps restant de ses effets personnels devait être réparti entre ses 17 filleuls. Il s'agissait de personnes auxquelles Diana tenait profondément, dont beaucoup avaient fait partie de sa vie bien avant qu'elle ne devienne princesse. Certains de ses filleuls étaient des personnalités connues. Parmi eux, Clementine Hamrow, l'arrière-petite-fille de Sir Winston Churchill, qui avait été l'une des demoiselles d'honneur de Diana lors de son mariage avec le prince Charles en 1981, alors qu'elle n'avait que 5 ans. Parmi elles figurait également India Hicks, fille de Lady Pamela Hicks et figure emblématique du monde de la décoration d'intérieur. Chacune de ces personnes avait un lien personnel avec Diana et celle-ci leur avait délibérément réservé une partie de son héritage. Selon la valeur estimée des biens personnels de Diana, à l'époque, la part d'un quart de chaque filleul et aurait représenté environ 100 livres, soit environ 160 $. Ce n'était pas une somme négligeable. C'était un don précieux qui allait changer des vies de la part d'une personne qui avait manifestement mûrement réfléchi à ses proches et à la manière dont elle souhaitait prendre soin d'eux. De plus, le testament de Diana stipulait clairement que ses exécuteurs testamentaires devaient donner suite à toute note ou instruction écrite, exprimant ses dernières volontés dans les 2 ans suivant son décès. Autrement dit, le testament lui-même renvoyait directement à ces dernières. Le prince de Galles avait été élevé dans la conviction qu'il était à tous égards la figure prééminente en tant qu'héritier du trône. Ce n'est pas une situation fréquente et le tribunal doit avoir une raison valable pour l'autoriser. Dans le cas de Diana, les dirigeants ont relevé une incohérence dans les documents, affirmant que la lettre de souhait n'était pas suffisamment claire pour être pleinement exécutoire en vertu du droit britannique. Le mot qui posait le plus de problèmes était celui de « pouvoir discrétionnaire ». Diana avait demandé à ses dirigeants de donner suite à sa lettre de souhait, mais celle-ci employait un langage qui laissait entendre que la répartition de ses biens relevait en dernier ressort du pouvoir discrétionnaire des dirigeants. Comme la lettre ne contenait pas certaines formulations spécifiques requises par la loi britannique, le tribunal a laissé à la mère et à la sœur de Diana le soin de décider si elles souhaitaient la respecter. Elles ont choisi pour des raisons qui n'ont jamais été pleinement expliquées publiquement de ne pas la respecter telle que Diana l'avait rédigée. L'ordonnance modificative a apporté 2 changements majeurs. Premièrement, elle a reporté la date à laquelle les princes William et Harry recevraient l'intégralité de leur héritage. Le testament initial de Diana stipulait que ses filleuls recevraient leur part d'héritage à l'âge de 25 ans. La modification apportée à ce testament repousse cet âge à 30 ans tout en autorisant les 2 princes à percevoir les intérêts et les revenus de leur fonds fiduciaire dès 25 ans. Deuxièmement, et c'est le plus choquant, cette modification réduit considérablement la part qui reviendrait aux 17 filleuls de Diana. Au lieu de recevoir chacun une part des biens personnels de Diana d'une valeur d'environ 100 livres sterling, chacun ne recevra qu'un seul objet de sa succession choisi par les administrateurs. Cet objet fut par la suite qualifié par certains de souvenir de mauvais goût, une expression qui illustre bien à quel point la réalité était loin de ce que Diana avait imaginé. La manière dont la situation fut gérée compliqua encore davantage les choses. Les exécuteurs testamentaires se présentèrent devant le tribunal sans en informer au préalable les parents des filleuls. La plupart d'entre eux étaient encore mineurs au moment du décès de Diana en 1997. Ce sont donc leurs parents qui auraient dû être consultés. Ils ne l'étaient pas. Et pour couronner le tout, les détails de la modification du testament furent tenus secrets pendant plusieurs années. Le public, les familles des filleuls et même le cercle royal, au sens large, ignoraient que les dernières volontés de Diana avaient été modifiées. Ce changement n'a été révélé que plus tard lors d'une procédure judiciaire, sans lien avec le testament lui-même, le majordome, et le secret dévoilé. La révélation de ce changement concernant Diana se fera d'une manière surprenante, impliquant un homme qui fut l'un de ses plus proches amis durant ces dernières années.
Au moment du décès de Diana 10 ans plus tard, Burl était son majordome principal et un ami très proche. Diana disait qu'il était le seul homme en qui elle avait vraiment confiance et il se considérait comme son pilier. À la mort de Diana, le monde de Burl s'écroula. Il avait consacré une grande partie de sa vie d'adulte à la servir et sa disparition soudaine le laissa sans but, sans salaire et lui causa des démêlés avec la justice. En 2000, un Burl fut arrêté et inculpé de vol après la découverte en sa possession de plus de 300 objets provenant de la succession de Diana. Parmi ces objets figuraient des lettres personnelles, des photographies et divers autres effets personnels ayant appartenu à la princesse défunte. Burl affirma que Diana lui avait demandé de veiller sur ses biens en son nom et le procès se transforma en un spectacle public profondément gênant. L'affaire a connu un dénouement inattendu en novembre 2002. La reine Elizabeth a déclaré avoir rencontré Burl en privé avant le procès et ce dernier lui aurait confié conserver en lieu sûr certains objets ayant appartenu à Diana. Cette information a fragilisé l'accusation, démontrant que Burl n'avait rien dissimulé. Les charges ont été abandonnées. Cependant, le procès a révélé de nombreux détails concernant le patrimoine de Diana, notamment une modification de l'ordonnance et des changements apportés à ses dernières volontés. Suite aux révélations du procès et à la couverture médiatique qui s'en est suivie, les familles des filleuls de Diana ont enfin appris ce qu'il était advenu de l'héritage qu'elle leur destinait. Leur réaction fut un choc et une colère immense. Ces familles n'avaient été ni informées ni consultées. Au lieu du précieux legs que Diana avait choisi de faire à ses proches, leurs enfants n'avaient reçu qu'un simple souvenir venant d'une femme qui avait prévu de leur offrir bien plus. C'était un revirement total par rapport aux souhaits de Diana, et le fait que cela se soit fait en silence rendait la suite encore plus choquante. L'histoire des filleuls. La princesse Diana avait 17 filleuls, un groupe unique et attachant. Chacun d'eux entretenait avec elle un lien particulier forgé par des années d'amitié et de confiance. Certains étaient les enfants de ses amis proches, d'autres ceux de ses anciens collègues. Certaines comme Clementine Hamrow et India Hicks la connaissaient depuis avant son mariage avec le prince Charles. Clementine n'avait que 5 ans lorsqu'elle était demoiselle d'honneur au mariage de Diana à la cathédrale Saint-Paul en 1981, un moment immortalisé sur de nombreuses photos de mariage royaux. India Hicks, qui avait 13 ans à cette occasion, est devenue par la suite une auteure mannequin et femme d'affaires à succès. Pour chacune d'elles, apprendre que Diana les avait mentionnées dans sa lettre de vœux a dû avoir une immense portée émotionnelle. Il ne s'agissait pas d'inconnus espérant profiter de l'héritage d'une célébrité. C'étaient des personnes ayant un lien personnel avec Diana, des personnes auxquelles elle avait pensé précisément lorsqu'elle avait rédigé ses dernières volontés. La volonté concernant ses biens. La somme qu'elle leur avait léguée, environ 100 livres chacun, était suffisamment importante pour changer concrètement leur vie, non pas comme un simple symbole, mais comme une réalité financière tangible. Chaque filleul a reçu un seul objet choisi par les administrateurs. La plupart de ces objets n'ont jamais été dévoilés au public, mais certains commentateurs les ont qualifiés de souvenirs de mauvais goût. Ce jugement n'est peut-être pas tout à fait juste, car certains effets personnels de Diana avaient une réelle valeur sentimentale et financière, aussi modeste fût-elle. Cependant, la tournure des événements a profondément bouleversé les familles concernées. Diana avait exprimé clairement ses souhaits et les avait consignés par écrit avec soin. Mais ces souhaits ont été ignorés à l'insu des familles par les 2 personnes en qui Diana avait toute confiance pour les faire respecter. Jusqu'à présent, aucune raison publique claire n'a été donnée quant à la décision de la mère et de la sœur de Diana d'ignorer ses dernières volontés. Certains juristes pensent que Francis Shan Kidd et Lady Sarah McCorridale souhaitant s'assurer que William et Harry reçoivent une part plus importante de l'héritage de Diana, privilégiant la protection de leur propre patrimoine plutôt que son partage.
Nous allons maintenant aborder un nouveau documentaire sur la princesse Diana dans lequel sa sœur aînée évoque la question qu'elle se pose encore concernant la nuit de la mort de Diana il y a 20 ans. Au terme de l'ordonnance de modification, les princes ne devaient recevoir l'intégralité de leur héritage qu'à leur 30e anniversaire. Le prince William a eu 30 ans en 2012 et le prince Harry en 2014. De ce fait, les biens de Diana, notamment sa célèbre robe de mariée et une collection de plus de 150 objets personnels, ont été placés sous tutelle pendant près de 17 ans après son décès. Pendant longtemps, son frère Charles Spencer a veillé sur sa collection. Il veillait sur sa célèbre robe de mariée et d'autres objets à Althorpe, la demeure familiale du Northamptonshire, en Angleterre. La robe de mariée créée par David et Elizabeth Emmanuel est une icône de l'histoire de la mode. Elle est exposée à Althorpe pendant 2 mois chaque année dans le cadre d'une exposition publique. Cette exposition attirait des visiteurs du monde entier et a même voyagé à l'étranger. Au fil des ans, elle a généré plus de 2 millions de dollars grâce à la billetterie. La famille Spencer a déclaré que les fonds récoltés étaient reversés à des œuvres caritatives créées en mémoire de Diana. La collection était extraordinaire par son ampleur et sa richesse. Elle comprenait 28 robes, outre la robe de mariée, des bijoux, des photographies, des lettres personnelles, des tableaux de famille et des films amateurs. Elle contenait également ce qui est peut-être la pièce la plus chargée d'émotions, une partition manuscrite et les paroles de la chanson Candle in the Wind, adaptée et interprétée par Elton John lors des funérailles de Diana et l'abbaye de Westminster en septembre 1997. Cette chanson rebaptisée Honor Diana s'est vendue à plus de 33 millions d'exemplaires et est devenue l'un des singles les plus vendus de l'histoire de la musique. Le fait de posséder les paroles et les partitions originales au sein du patrimoine personnel conférait à la collection l'aspect d'un témoignage vivant de l'histoire autant que d'un héritage personnel. Lorsque le prince Harry a finalement atteint l'âge de 30 ans en septembre 2014, l'intégralité de la collection a été transférée aux princes, constituant ainsi leur héritage légitime. La robe de mariée et le reste des objets leur sont alors devenus libres d'en disposer à leur guise. Ni William ni Harry n'ont parlé ouvertement de tout ce qu'ils ont reçu, mais c'était très important pour eux de pouvoir enfin récupérer les effets personnels de leur mère, près de 20 ans après son décès. Voici ce que William et Harry ont reçu exactement. Lorsque l'ordonnance modificative a changé les termes du testament de Diana en décembre 1997, elle a modifié non seulement ce que les filleuls recevraient, mais aussi la date à laquelle William et Harry recevraient leur héritage. Le testament initial stipulait que chaque prince recevrait sa part de l'héritage à l'âge de 25 ans. En vertu du nouveau décret, cet âge a été repoussé à 30 ans. Cependant, les 2 princes ont été autorisés à percevoir des revenus de leurs fonds fiduciaires dès l'âge de 25 ans, ce qui leur a permis d'accéder à une partie des ressources financières laissées par leur mère avant même de pouvoir prétendre à l'intégralité du capital. La situation financière de l'héritage de chaque prince est encore compliquée par les années de croissance des investissements entre le décès de Diana en 1997 et le partage final de la succession à sa mort. Les 2 princes ont hérité des bijoux de leur mère qui étaient très précieux. La bague de fiançailles de Diana, un grand saphir ovale entouré de diamants, était mondialement célèbre. Après le décès de Diana, le prince Harry a choisi de conserver la bague en saphir en souvenir d'elle. Il l'a gardée de nombreuses années, avant de la transmettre à son frère William, qui l'a utilisée pour demander Kate Middleton en mariage en 2010. La bague est désormais portée quotidiennement par la princesse de Galles, accomplissant ainsi le vœu exprimé par Diana dans sa lettre de souhait que les futures épouses de ses fils perpétuent un jour ses bijoux, des bijoux qui ont traversé les âges. La collection de bijoux de Diana était l'une des plus prestigieuses et des plus précieuses au monde, réunissant des pièces reçues en cadeau de la famille royale héritée de sa famille et choisies et acquises personnellement tout au long de sa vie.
Cette collection comprenait le célèbre diadème Spencer, qui appartenait en réalité à la famille Spencer et non à Diana elle-même, et n'a donc pas été transmis à ses fils. Mais nombre d'autres pièces lui appartenaient entièrement et témoignent de ses goûts, de ses relations et de sa personnalité. Sa bague de fiançailles en saphir est célèbre et souvent associée à la princesse Catherine. Diana possédait également une montre Cartier que le prince William a conservée après son décès et qu'il porte encore aujourd'hui. Sa collection comprenait des colliers de perles, des bracelets en or et de délicates boucles d'oreilles. Meghan Markle portait une bague cocktail en aigle marine lors de sa réception de mariage en 2018. Ornée d'une grosse pierre bleu clair, cette bague était l'une des préférées de Diana. Meghan a également été vue portant des boucles d'oreilles papillons en or et un bracelet Cartier en diamant, ayant appartenu à sa belle-mère, un lien particulier unissant les deux femmes. William et Harry ont eu la responsabilité de décider du sort des bijoux de Diana. Leur choix concernant la transmission de ces pièces à leurs épouses était empreint de sens. Diana avait en effet stipulé dans son testament qu'elle souhaitait que les futures épouses de ses fils portent ces bijoux. Ce souhait a été respecté. Kate Middleton porte fièrement la bague de fiançailles et les boucles d'oreilles en saphir assorties. Meghan Markle a inclus 2 diamants de Diana dans sa bague de fiançailles, s'assurant ainsi qu'une part de Diana l'accompagne d'une manière spéciale et durable. Malgré d'éventuelles difficultés juridiques liées au testament de Diana, son souhait que ses bijoux soient portés par les futures épouses de son fils a été exaucé. L'héritage qui a sauvé Harry. Après la mort de Diana, les détails de sa succession sont restés confidentiels pendant de nombreuses années. Seule sa famille et les avocats impliqués étaient au courant. En mars 2021, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont accordé une interview télévisée très suivie à Oprah Winfrey. Ils ont abordé de nombreux sujets, notamment les accusations de racisme au sein de la famille royale et les problèmes de santé mentale de Meghan lorsqu'elle était membre actif de la famille royale. Un des moments les plus émouvants pour les téléspectateurs a été lorsque Harry a évoqué l'héritage de sa mère. Il a expliqué qu'au début de l'année 2020, lorsque Meghan et lui avaient décidé de se retirer de leur fonction de membres actifs de la famille royale, son père, le prince Charles, leur avait coupé les vivres. C'est à ce moment-là, expliqua Harry, qu'il a puisé dans l'héritage que sa mère lui avait légué. Sans cet argent, confia-t-il à Oprah, ils n'auraient tout simplement pas pu construire la nouvelle vie qu'ils essayaient de bâtir. La phrase qu'il a employée lors de cette interview était simple et d'une force émotionnelle bouleversante. Il a dit qu'il disposait de l'héritage de sa mère et que sans cela, rien n'aurait été possible. Il a également réfléchi à la signification de cet héritage qui dépassait le simple aspect financier. Il a déclaré que sa mère avait pressenti ce qui allait se produire et qu'il avait ressenti sa présence à leur côté tout au long de cette douloureuse période de séparation d'avec la famille royale. Cette déclaration remarquable laissait entendre que la décision de Diana de léguer un important fonds fiduciaire à ses fils avait littéralement donné à Harry l'indépendance nécessaire pour tracer sa propre voie à l'image de ce que Diana elle-même avait tenté de faire durant ces dernières années. L'héritage sur lequel Harry a puisé en 2020, estimé à environ 10 millions de livres sterling, soit entre 13 et 6 millions de livres sterling, après des années d'investissement, est constitué le socle financier sur lequel Louis et Meghan ont bâti leur nouvelle vie à Montecito, en Californie. Cela a contribué à assurer leur sécurité. Cela leur a permis d'acheter une maison. Cela leur a offert le temps et la stabilité dont ils avaient besoin avant que leur contrat avec Netflix et Spotify ne soit finalisé. Et de façon à la fois poétique et déchirante, l'argent que Diana avait mis de côté pour ses fils des années auparavant est devenu la ressource qui a permis à son cadet de s'émanciper d'une institution qui avait causé tant de souffrance à lui et à sa mère. On a beaucoup parlé du testament de la princesse Diana et des modifications qui y ont été apportées après son décès. Pourtant,
Une question importante reste sans réponse. Pourquoi Francis Shand Kidd et Lady Sarah McCorquodale ont-ils décidé de modifier les dernières volontés de Diana? Ils ont obtenu l'autorisation d'effectuer ces modifications en décembre 1997, seulement 4 mois après la mort de la princesse. Ils n'en ont pas informé les familles des filleuls. Ils n'ont pas expliqué leur décision publiquement à l'époque. Dans les années qui ont suivi, aucun des deux n'a donné d'interview détaillée sur les raisons de ce choix. Quel aspect de l'histoire de Diana vous touche le plus? Pensez-vous que ses dirigeants ont pris la bonne décision en modifiant ses souhaits ou s'agissait-il d'une trahison de sa confiance? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez adorer.